J'avais prévu de vous poser des questions et d'utiliser des passages aussi du livre. Quand Odile, ce matin, m'a appris qu'elle lisait ce livre-là. Donc, voilà, qui tombe bien, parce que justement, tu avais pas mal de choses qui m'avaient interpellée aussi. Merci. Donc, tout d'abord, pour vous dire qu'on est très content de vous accueillir ici à Lyon pour les portes ouvertes, pour autant les praticiens que les gens du public. Pour moi, c'est toujours très agréable en fait, de rencontrer aussi l'auteur d'un ouvrage. Et donc, on a entendu des passages du livre, on a vu un peu cette progression entre l'histoire de Moshe Feldenkrais, et puis aussi vers la fin, un peu peut-être votre expérience plus personnelle que la méthode, quoique il n'a pas eu tellement de passages, plutôt l'élaboration un peu des stratégies ou de la méthode elle-même, c'est son mode de fonctionnement. Mais tout d'abord, je vais vous demander comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre. Je pense qu'il y a toute une histoire derrière. C'était une grande question. Avant d'écrire le livre, c'est comment je suis venu à la méthode Feldenkrais. En 2 mots, j'avais un problème de genou que je n'avais pas réussi à résoudre via la médecine traditionnelle. Et je suis allé voir plein de gens, beaucoup de gens, dont une hypnothérapeute qui m'a conseillé de faire soit du Qigong, soit du Feldenkrais. Et en regardant un peu sur Internet Feldenkrais, j'ai vu que ça se faisait au sol, dans des mouvements plutôt lents, et ça me correspondait parce que j'avais aussi une vertèbre cassée, j'étais plutôt mal en point. Donc c'est comme ça que je suis venu à la méthode Feldenkrais, grâce à laquelle j'ai réparé mon genou. Et je me suis pris de passion pour la méthode et aussi pour Feldenkrais, dont je pensais n'avoir jamais entendu le nom, même si je me suis souvenu après que je connaissais ses livres sur le judo. Et je n'ai pas trouvé le livre que j'aurais bien voulu lire, qui était justement une biographie de Moshe Feldenkrais. Et comme j'avais fait plein de recherches, que je viens de l'édition, que j'ai publié un premier roman et que s'il y a un truc que je sais faire à peu près, c'est écrire une histoire. Je me suis dit que j'allais partager toutes les recherches que j'avais faites sur Moshe Feldenkrais, c'est que j'allais écrire son histoire, écrire la biographie qui n'existait pas en français. Et voilà. C'est fait. Voilà, oui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est vrai qu'on a la grosse biographie qui a été écrite par notre collègue Marc Ries, qui est vraiment très volumineuse. Alors, qui s'arrête en 1951, juste toute la période anglaise de Feldenkrais, et donc on n'a pas la fin. Et il y a eu une biographie en allemand écrite par un journaliste qui est un travail honnête, mais qui est aussi journalistique, et aucun des 2 livres n'a été traduit en français, donc on n'a rien en français sur les éléments biographiques de Moshe Feldenkrais en dehors de l'histoire qu'on connaît tous, que tout le monde reprend. Et qui est... oui, voilà. Et donc voilà. Et moi, je voulais creuser un petit peu tout ça. J'étais extrêmement intéressé par la période française. Il a quand même passé 10 ans en France. Il a été major de l'école de STP, pris sous son aile par Léon Hérol, qui était le fondateur de l'école, qui l'envoie à la Sorbonne, à l'Institut du Radium. Enfin, il a un parcours académique et scientifique un peu d'exception en France, et voilà, il a un petit peu disparu. Donc et tout ça qui m'intéressait aussi, c'est aussi les rencontres. Je ne sais pas comment on passe de l'ex-empire russe à la Palestine, de la Palestine à la France, comment on arrive à Paris, dans quelles conditions. Voilà, je voulais creuser un petit peu tout ça, je voulais creuser aussi les rencontres, parce qu'il a, in fine, c'était un phénomène, je pense. C'était un type extrêmement intelligent et extrêmement volontaire et ambitieux, et en même temps, il a rencontré des bonnes personnes au bon moment qui ont fait qu'il a eu ce parcours un peu exceptionnel. Et voilà, je voulais creuser tout ça. Moi, j'ai appris énormément de choses, justement, sur cette période française, sur
voilà, toute cette période du développement de la méthode. J'avais lu pas mal de choses, mais je ne connaissais pas tout ça. Donc, je ne sais pas, ceux qui l'ont lu pour le jour, voilà, on a fait des belles découvertes. Vraiment, merci beaucoup pour et puis j'ai fait les recherches. Là, il y a donc les deux biographies qu'on a évoquées, mais par exemple, il y a la date du mariage de Feldenkrais, on ne sait pas si c'est 38 ou quelque chose, donc je suis allé dans les archives de la ville de Paris pour chercher l'acte de mariage. Les archives anglaises ont été déclassifiées, donc on peut se procurer l'acte de nationalité de Moshe Feldenkrais. Il a été suivi par un agent du MI5, et donc on a les comptes rendus qui sont en accès. Donc c'est un petit peu l'avantage aujourd'hui de la numérisation de l'ensemble de la documentation. Donc on peut avoir accès, si on sait chercher, à tout ça. Et voilà, j'ai creusé le plus que je pouvais, même s'il y a encore des zones d'ombre, choses que je n'ai pas complètement identifiées, mais voilà, je me suis pris de passion pour le parcours de Feldenkrais, et aussi pour la méthode bien que mon genou aille bien, que je continue à pratiquer. Je connais plusieurs personnes d'ailleurs qui sont venues à la méthode en lisant un article où on parlait encore une fois du genou de Moshe Feldenkrais, et les gens sont arrivés en me disant j'ai un problème de genou, ou m'ont téléphoné en disant j'ai un problème de genou et j'ai vu que Moshe avait un problème de genou, donc je viens voir. Et donc on pourrait chacun comme ça raconter un petit peu toutes nos histoires, comment la méthode nous a aidé à développer telle ou telle chose, ou telle partie, parce que peut-être ça donnerait un petit peu plus envie aux personnes qui lisent sur la méthode de se dire tiens, ça fait un effet miroir, ça me correspond. Moi je me demandais aussi en lisant, est-ce que vous avez fait des recherches principalement sur Internet? Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez sur place? Ouais, j'ai pas voyagé, j'aurais bien aimé, mais je n'avais pas obligatoirement de temps, donc j'ai fait plutôt des recherches sur Internet. J'ai acheté des livres aussi, puis il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas numérisés. Il y a bien évidemment les livres de Feldenkrais, mais aussi... Sur la période japonaise, il a fallu que j'ai racheté un vieux livre de Thomas Sana qui a travaillé avec Feldenkrais, et qui est un petit peu grâce à lui que Feldenkrais a fait sa première formation à San Francisco en 1976. Et il avait fait une très très longue interview de Mia Segal, qui était la première élève, celle que Feldenkrais a formée en premier. Et elle a fait à cette époque-là, et donc on ne le trouve que dans un livre, une longue interview où elle raconte justement l'épisode où Moshe Feldenkrais est allé au Japon, voilà, et donc ça il a fallu un petit peu traquer un peu partout là où on pouvait trouver. La biographie en allemand, son gros avantage, c'est qu'elle donne beaucoup de références, notamment des articles de presse israéliens, et toute la presse israélienne a été numérisée, donc on retrouve tout ça, et aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle et de traduction, on peut arriver à décrypter les articles, même dans des langues que je ne maîtrisais pas, dont l'hébreu, voire même l'allemand. J'en ai fait au lycée, mais c'est un petit peu loin. Et donc voilà, globalement, je ne suis pas allé sur place, ni en Israël, ni en Écosse. Mais voilà. Ça vous a pris combien de temps de rechercher, d'écrire? Ouais, deux années complètes, le temps de recherche, de bien... La première phase, ça a été de recomposer entièrement l'historique année par année pour bien comprendre... Parce que dans les différents éléments que j'avais pu lire, voilà, il y avait des dates qui se chevauchaient, donc ça n'allait pas bien. Donc il a fallu que je recompose déjà dans un premier temps l'historique date par date, et ensuite que je trouve les sources d'informations. Après, il faut savoir que Moshe Feldenkrais, et on a globalement la documentation, c'est beaucoup raconté lors de toutes les formations qu'il a faites et qui ont été globalement enregistrées. Sauf que Feldenkrais, généralement, quand il raconte une histoire, les détails changent en fonction de l'année, de l'interlocuteur. Donc bon, on a le
on voit à peu près ce qui s'est passé, mais dans le détail. Donc il a fallu ensuite aller essayer de confirmer ce qu'il pouvait dire. Par exemple, il a toujours dit que ses témoins de mariage étaient les époux Joliot-Curie, récipiendaires de prix Nobel, mais in fine, c'est pas eux qui sont, ce qui n'est pas très important, mais voilà. Et puis c'était plus simple sans doute pour lui de raconter que c'était les époux Joliot-Curie. Il y a des histoires, parce quand il est parti en catastrophe et qu'il a pris le dernier bateau qui a quitté la France en 1940 face aux Allemands, il y a une histoire de valise qui avait été confiée par les Joliot-Curie, en fonction des sources, et 2 valises, 3 valises pleines de documents qui venaient de l'Institut du Radium, donc des secrets scientifiques que les Joliot-Curie ne souhaitaient pas voir aux mains de l'ennemi qui approchait. Donc voilà, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3 Moshe, lui, a écrit dans sa thèse une longue introduction, parce qu'il a fini par être docteur en sciences, où il raconte que c'est 3 valises, mais dans la version officielle, on est plutôt 2 valises. Alors, est-ce que c'est important? Pas vraiment, mais d'un autre côté, c'est mieux de savoir. Donc voilà, j'ai voulu savoir tout ce que je pouvais savoir. Je pense gratter là où je pouvais. Après, il y a des choses que je n'ai pas identifiées. Par exemple, je ne sais pas comment Feldenkrais et Peter Brook, le metteur en scène, se sont rencontrés, même si j'ai mis une hypothèse. Je n'ai pas trouvé comment s'est fait le lien. Ils connaissaient aussi les époux Dolto. Ce qui est une certaine logique, puisque le mari de Françoise Dolto a introduit la kiné en France, donc il y a une certaine logique. À un moment, ils se sont rencontrés, mais je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Donc il y a encore un peu des zones d'ombre sur l'origine de certaines rencontres de Feldenkrais, mais dès que j'avais un peu de chair et un os à ronger, j'y suis allé, j'ai fait le plus de recherches possible en fonction des outils, et il y en a quand même pas mal des outils pour chercher. Et puis après, une fois qu'on a la matière, il a fallu écrire, et donc je ne suis pas biographe, et je voulais, parce que je voulais que ce soit... Je voulais rendre accessible aussi la méthode à travers la biographie de Feldenkrais. Donc je voulais que ce soit un livre qui soit le plus agréable à lire, et que ce ne soit pas juste un travail d'historien, parce que je ne suis pas historien. Donc j'ai raconté l'histoire de Feldenkrais, et comme globalement le personnage, il y a une matière absolument incommensurable sur le personnage, ça en fait un personnage romanesque en diable. Et donc le livre, même si encore une fois sur les éléments biographiques tout est vrai, il y a certaines mises en scène qui sont sans doute pas exactement passées comme ça, mais c'est pas très grave. Voilà, ce que je voulais, c'était en tous les cas dans cette partie de biographie, que le livre soit accessible et que tout le monde puisse s'intéresser à Feldenkrais. C'était important pour moi. Et dans la deuxième partie, je voulais aussi rendre compte de mon expérience de la méthode, et puis revenir sur certains éléments biographiques que je n'avais pas pu traiter dans ce fil romanesque, et puis quelques réflexions personnelles sur la méthode, parce qu'en même temps que je faisais les recherches sur Feldenkrais, j'ai lu aussi des choses autour de la méthode, et donc voilà, je ne sais pas si c'est... Mais je voulais que ce soit un livre qui soit, la première chose, que ce soit un livre accessible sur la méthode, et quoi de mieux que la vie de Feldenkrais pour rentrer dans la méthode. Je pense que sur ce point, vous avez vraiment réussi. Merci. Parce que je l'ai passé à plusieurs personnes de mes élèves de cours. Donc des personnes qui aiment les livres et puis qui n'étaient pas praticiens, comme ça on leur dit tiens, est-ce que tu veux lire ce livre pour me dire ce que tu en penses, est-ce que ça t'éclaire, et les 4 personnes étaient absolument ravies. Tant mieux. Et j'avais envie comme ça d'avoir un avis de quelqu'un qui n'était pas praticien de la presse. Justement, se dire est-ce que ça permet de découvrir la vie de cet homme absolument incroyable quand même. C'est à chaque fois qu'on apprend quelque chose sur Moshe Feldenkrais, on dit encore. Dans cette vie, il a réussi à
à rencontrer toutes ces personnes, à développer sa méthode, à développer le judo, à faire des études de physique, à publier. Enfin, c'est vraiment, on se demande s'il était tout seul, ou si c'était plusieurs. Oui, c'est un peu ça. C'est hyper impressionnant. Il a un appétit de vie incommensurable aussi. Je pense que c'est un type qui... Oui, de rebondir aussi, de repartir, de changer de voie. Toujours en gardant quand même certaines stratégies, mais il y a beaucoup de changements dans sa vie, de déplacement aussi d'un pays à l'autre. Donc je trouve ça... Oui, et puis il a vécu un moment où l'histoire, espérons-le, ne se répétera pas dans les années qui viennent, mais il a traversé une histoire un peu chamboulée globalement. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il a su rebondir, il a su... ce qui reste assez... C'est pour ça que c'est... Et d'une certaine manière, certains aspects un peu romanesques, quoi. Qui aurait pu parier sur un Moshe Feldenkrais né dans un petit village de l'ex-empire russe, créer le premier club de judo en France, dans les bâtiments de STP à Paris, boulevard Saint-Germain, qui est un bâtiment que tout Parisien connaît. C'est un bâtiment en briques où il y a la librairie Hérold, au 7e étage avec une vue sur Notre-Dame, ce qui est complètement... C'est ça. Bah oui. C'est ça la chose incroyable. Alors, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez rencontré des gens du judo justement pour voir comment vous... Non, alors moi j'ai envoyé le livre au président de la Fédération française de judo, mais le judo français a décidé que le judo en France n'avait commencé qu'en 1945, donc voilà, donc je n'ai pas eu de retour du président en question. Je trouve ça un petit peu dommage. En plus, donc Feldenkrais a créé il y a eu un article dans les années 70 dans le Nouvel Obs où Feldenkrais avait fait une longue interview justement où il rappelait qu'il avait été effacé du judo français. Voilà, mais Si vous connaissez cette histoire, certains, peut-être les praticiens, c'est qu'au moment de la guerre, en fait, Roger était effacé de la fédération de judo. Et puis ensuite, il n'a pas été réhabilité, comme ayant créé ces clubs de judo. C'est une longue affaire, en fait, qui dure encore. Et surtout qu'il n'a pas seulement créé le premier club de judo, c'est-à-dire qu'il a créé les bases des techniques d'apprentissage du judo, au moins français et en partie européen, parce que quand il était en Angleterre après la guerre, il a beaucoup travaillé aussi au sein du principal club de judo anglais. Il était membre de la Fédération internationale de judo et franchement les bases qu'on peut retrouver en plus dans la méthode Feldenkrais d'apprentissage du judo, où au lieu de faire la méthode japonaise où en gros on répète les gestes de manière quasiment infinie. Moi qui ai fait de l'aïkido, la doxa c'était de répéter 10 000 fois le même geste. Donc ça c'est la méthode japonaise et Feldenkrais dès l'apprentissage du judo, donc avant qu'il développe sa propre méthode, il utilise, puisque ses premiers élèves sont globalement les membres de l'Institut du Radium, des étudiants de la Sorbonne, donc plutôt des scientifiques, et en fait pour leur apprendre le judo, il va décomposer en fait chaque prise et donc leur expliquer de manière un peu théorique comment ça fonctionne pour qu'ensuite ils appliquent. Et donc ça, cette méthode-là va faire aussi le judo français, qui est quand même un des premiers pays où on enseigne le judo après le Japon. Et devoir de mémoire du judo français devrait rendre hommage à Feldenkrais, ne serait-ce que pour ça, quoi. Au-delà de la création du premier club, c'est presque anecdotique par rapport à ce qu'il a apporté à la méthode d'enseignement. Oui, c'est vraiment la pédagogie de la méthode qui s'est glissée dans l'enseignement du judo. Oui. Ça arrivera peut-être un jour. Ça arrivera un jour. Ouais. Est-ce que ça fait un peu de questions sur ce micro Oui. Sans micro, c'est bon. Sans micro, non, pas sans micro, parce que comme ça on entend mieux.
peut-on actuellement accéder aux textes, aux livres de Moshe Feldenkrais pour retrouver ses écrits, sa méthode, pour explorer un peu, accéder un peu aux sources initiales les livres, les livres ceux qui ont été traduits en français, alors, il y en a un ou deux qui sont encore édités par François Combaud. Donc ça, on peut les trouver. Les plus anciens, notamment le premier, dont le titre m'échappe tout d'un coup, il faut regarder sur eBay, Le Bon Coin, parce qu'on n'arrive pas à trouver. Ils ne sont pas réédités, ils n'ont pas été réédités. On en trouve, on trouve globalement. Après, il faut chercher, hein, mais il faut s'armer d'un peu de patience et regarder. Mais voilà, ça c'est pour les livres de Feldenkrais. Après, les traductions ne sont pas toujours à la hauteur des textes originaux objectivement. Après, si on a la chance de parler anglais, c'est plus facilement trouvable en langue anglaise. Mais bon, en regardant les livres d'occasion, on arrive à trouver globalement. J'en rachète régulièrement, en fait, en allant chercher régulièrement sur les sites d'occasion. Par exemple, trouver La conscience du corps, les vieilles éditions de La conscience du corps de chez Marabout. On le retrouve encore. Le livre qui s'appelle en fait Énergie bien-être par le mouvement, qui s'appelait au début tout simplement La conscience du corps. Voilà, c'est transformé en énergie bien-être à la réédition. Cela, on les trouve encore. Et récemment, j'ai trouvé quelques cadeauristes, par exemple, chez une praticienne qui en avait quelques vieux dans son cabinet qui s'était à la retraite. Et très régulièrement, comme ça, en cherchant, on arrive à le trouver. Et est-ce qu'on peut trouver ces livres actuellement dans les bibliothèques Alors, les bibliothèques, je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que des bibliothèques en ont acheté à l'époque? Je ne sais pas, ça il faut... Oui, de la tête là-bas. Ouais. Moi je sais que par exemple, la bibliothèque chez moi, les 3 bibliothèques autour de chez moi, j'aurais offert les livres. Et à Lyon, c'est accessible. Tu veux parler au micro? À Lyon, si vous allez sur le site de la bibliothèque, il y a plusieurs ouvrages, je crois que c'est la Paris aussi, je vais me confirmer. Ceci dit, lire Feldenkrais n'est peut-être pas la chose la plus facile à faire. Voilà, c'est ardu souvent. Il y a un livre qui est un peu plus facile parce qu'il s'agit d'Edgar de Gadoris, mais sinon, il faut s'accrocher quand même. Être la majorité des comportements. C'est un peu comme les livres de Moshe, souvent sont un peu comme presque comme des recueils de pensées, où vous pouvez lire une demi-page, parfois juste un quart de page, et puis laisser mijoter ça. Parce qu'en fait, d'une demi-page à l'autre, vous passez sur énormément d'idées, ça foisonne dans tous les sens. C'est absolument passionnant, mais souvent, le temps de comprendre, vous pouvez juste dire, je vais lire une demi-page ou un quart de page, et je vais y réfléchir, je vais y penser. Et souvent, Oui, j'ai une question à vous poser. Concernant les archives, on va dire, sonores ou audiovisuelles, puisque, de ce que vous nous avez évoqué, donc les séances qu'il pratiquait avec ses élèves, les séances de Moshe Feldenkrais qu'il pratiquait avec ses élèves étaient donc filmées et enregistrées. Celle des formations, la formation à Amherst, à San Francisco, donc c'est ces formations-là. Et après, tous les cours qui ont été donnés dans la salle à Tel Aviv, rue Alexander Yanaï, ont été retranscrites. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Feldenkrais, l'association Feldenkrais internationale a fait un boulot incroyable d'archives sonores, vidéo. Je crois aussi, moi j'ai pas vu ça, mais il y a même des intégrations fonctionnelles faites par Feldenkrais qui ont été filmées. Alors manifestement, les films sont de piètre qualité, mais voilà, donc on a aujourd'hui
un truc absolument fou. Il y a aussi, c'est pour ça que j'évoquais Dolto, il y a c'est là où on entend Feldenkrais parler en français, sur le site de Feldenkrais International, on peut faire une séance par Moshe Feldenkrais en français, qu'il a faite chez les Dolto en 1973. Exactement. Donc sur toute l'apprentissage qu'a laissé Moshe, il a créé c'est ça aussi, je trouve ça assez fascinant. Il a créé une bibliothèque sonore qui est de quasiment tout ce qu'il a fait, quoi. Et sinon, au niveau, je veux dire, du support physique, en fait, ces supports sont conservés à quel endroit? Alors, je crois qu'ils sont, les supports physiques. Ouais, je crois que c'est aux États-Unis, il me semble, puisque Feldenkrais International est aux États-Unis, et donc tout ce qui est support physique est aux États-Unis. Au niveau de quelle fondation c'est une association. Je pense que la praticienne aura plus mais c'est une association, et je pense que toutes les associations nationales participent à l'association internationale et que voilà. Merci. Oui, en fait, il y a la Fédération internationale Feldenkrais, donc IFF, le site c'est iff.org. Et donc cette fédération internationale en fait, regroupe toutes les associations nationales. Donc ici sur le sol français on a Feldenkrais France, qui sont des associations qui regroupent les praticiens en général et qui ont aussi pour but de faire connaître la méthode au public. Donc chaque association nationale en général a un site assez fourni avec des textes sur la méthode, des explications, beaucoup de liens. Donc sur Feldenkrais France par exemple, vous trouverez aussi des documents à lire, quelques vidéos, quelques accès. Et sur le site de la Fédération internationale, il y a effectivement pas mal de choses à regarder, même pour le public. Il y a beaucoup de matériel pour praticiens, pour professionnels, mais il y a aussi pas mal de choses à regarder pour le public. Beaucoup d'articles à lire aussi, et un petit peu en français, pas beaucoup, mais il y a quelques petites choses en français, beaucoup en anglais évidemment. Et Feldenkrais France participe, on cotise, en fait, en tant que praticien, chacun, en cotisant à Feldenkrais France, on cotise à la Fédération internationale aussi. Donc, ce qui fait que chaque praticien était plus ou moins relié dans le monde, puisque les formations sont équivalentes, on a des standards de formation équivalents, on a ce lien comme ça entre praticiens avec un volume horaire, de programme de formation tout est recentré dans la communauté Feldenkrais, justement pour que n'importe où vous allez, si vous avez affaire à un praticien Feldenkrais, si vous avez quelqu'un qui est, on va dire, de qualité équivalente au départ, au moins, qui s'est formé plus ou moins de la même manière, et si ce praticien fait partie du réseau et resté affilié à son organisation nationale, il y a un lien aussi international entre les praticiens. Qui nous donne nous aussi accès en tant que praticien à une très grande base de données, de documents, alors qui ne sont pas accessibles au tout public parce que c'est quand même des documents de formation, mais voilà, les praticiens ou les organismes de formation ont accès à toutes ces vidéos des formations historiques de Moshe Feldenkrais ou des enregistrements ou des transcriptions. Je trouve qu'on a un travail qui est très intéressant justement de regroupement et pour pas s'éparpiller, pour pas que la méthode devienne aussi un peu n'importe quoi, que n'importe qui puisse faire des formations en quelques semaines, en quelques jours, en quelques mois, c'est aussi quelque chose d'important qu'on garde ces standards de pratique dans le monde. J'avais une question. Alors je reviens pour la question. Oui, je voulais vous demander à propos du titre que vous avez choisi, oui. Que je trouve magnifique. Merci. Et très évocateur, et en plus il vient résonner avec ce qu'Odile a lu, cette histoire d'unité entre le corps et l'esprit, parce que l'art de la chute, ça évoque vraiment les deux côtés. Et puis je me demande comment vous l'avez choisi dans ce foie, parce que c'est vrai qu'on connaît Feldenkrais, par un peu que je connais, conscience, mouvement, enfin voilà. Comment vous avez choisi ce titre? Parce que je trouvais que ça sonnait plutôt pas mal. Et il y a
entre art et chute, ça s'oppose un petit peu, c'est-à-dire que quand on évoque la chute, c'est plutôt quelque chose de négatif, sauf que voilà, Feldenkrais, de toute façon, dans tout ce qu'il a pratiqué, d'abord dans le Jiu-Jitsu, dans le livre qui est là, on voit, il y a des images où il est photographié en train de faire une roulade, et donc il a toujours, ça a toujours été un truc important. Et ensuite, dans le judo, les gens qu'il connaissait à Tel Aviv, toute sa vie, il a fait des démonstrations de judo. Il allait manger le jour du Shabbat chez des gens, il faisait une prise de judo. Sa mère, qui avait 25 ans de plus que lui, il faisait du judo. Donc voilà, ça a toujours été important. Voilà. Après, je trouve que le titre est beau et que je pense que c'est toujours important d'avoir un titre pour un livre qui... Et ça vient en écho quand même de la méthode, même si quand on pratique, on fait plutôt des mouvements lents. Il y a quand même quelques séances qui sont beaucoup plus dynamiques, et notamment apprendre à faire le poirier comme la photo célèbre de Ben Gourion sur la plage, qui a appris à faire le poirier grâce à Feldenkrais, où justement il y a des séances sur la roulade et sur comment chuter. Voilà. Et donc je pense que c'était important. Et puis aujourd'hui, les séances collectives et les séances individuelles ont une terminologie qui est héritée de la première formation que Feldenkrais a fait aux États-Unis. Mais Feldenkrais a toujours parlé d'amélioration du potentiel d'action, et donc c'est beaucoup plus dynamique que ce qu'on pourrait croire quand on pratique le Feldenkrais, et je pense que c'est aussi important. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas de la gym douce, c'est pas. Vous voyez, il y a quelque chose de dynamique quand même dans la méthode, et je voulais que ça transparaisse aussi, quoi. D'où le titre. C'est un bon slogan pour la méthode Feldenkrais, qui pourrait évoquer autre chose. Oui. Oui, moi je trouve ça non seulement un très beau titre, mais c'est vrai que c'est magnifique d'avoir réussi à relier l'art et la chute. Oui, tout à fait. Sur plein de plans. Mais en plus, ça pourrait donner envie à des personnes de pratiquer Feldenkrais, même si après la méthode est la même. Même si on n'apprend pas l'art de la chute, on pourrait apprendre les arts martiaux. Mais oui, ça parle vraiment de Feldenkrais. Ouais. Je trouve ça vraiment très bien. Merci. Merci pour la question sur le titre, parce que j'avais cette question dans ma petite liste. Qui m'a étonnée, puis en lisant le livre à un endroit, je me disais, ah voilà pourquoi l'art de la chute, c'est arrivé à un endroit. Ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Non, bah, il faut ménager, Voilà, pour trouver d'où vient le titre, effectivement. Moi, j'avais encore une question. Vous venez du monde de l'édition, vous l'avez remanié. Alors, c'est une excellente question. Ils ont, dans le texte qu'ils ont lu, la deuxième partie était beaucoup plus importante. Et on a coupé de moitié la deuxième partie. Ils n'ont pas touché à la première partie, qui est donc la partie biographie de Feldenkrais. En revanche, dans la deuxième partie, c'était un récit beaucoup plus... Il y avait la première partie qu'on a enlevée, qui était justement l'errance médicale, et avant d'arriver à Feldenkrais. Et donc on a sabré tout ça. Et ce qui est sans doute, ce qui est mieux, je n'avais pas de souci avec ça, parce que ça ressente le livre sur Moshe Feldenkrais et la méthode spécifiquement. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'à posteriori, là, vous dites, tiens, il y a des choses que j'aurais voulu mettre dans ce livre et que j'ai oublié? Alors, pour le coup, non, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur le texte, et généralement, quand je finis un texte, globalement, on peut toujours être éternellement insatisfait, mais généralement, c'est que j'ai fini le texte, et donc la seule chose, c'est qu'on aurait pu éventuellement rajouter des images, mais les images, ça coupe un peu la lecture aussi, donc, parce qu'il y a des photos que je trouve incroyables de Feldenkrais quand il est jeune. C'était un jeune homme absolument incroyable, quoi. Il est un beau jeune homme, quoi. Et donc, on aurait pu mettre des photos
éventuellement, mais c'est tout sur le texte en lui-même. Je suis content du texte tel qu'il est. Ouais, j'aurais pas fait de rage pour tous les cas. Content. Alors si, ouais, fait. Moi, j'adore le regard pétillant de M. Feldenkrais sur certaines photos. Oui. Il y a des... Il y a des mémoires, il y a une identité, quelque chose, et il y a vraiment des photos incroyables. Effectivement, et ça perturbe la lecture quand on s'arrête. Ben c'est ça. En plus, il est en petite tenue, donc... non. Et si je ne me trompe pas, vous avez publié un livre avant. Oui. Mais est-ce qu'avant vous écriviez, ou je me suis posé la question, est-ce que vous avez écrit des choses, est-ce que vous aimiez écrire? Oui, j'avais écrit mais pas publié. Je suis devenu éditeur de littérature américaine et j'ai arrêté l'édition quand j'ai publié un premier roman. Et voilà. D'accord. Pour le faire court. Voilà, mais l'écriture a toujours été importante. La lecture et puis l'écriture. J'avais écrit un premier roman quand j'étais beaucoup plus jeune, que je n'avais pas réussi à faire publier. Voilà, même quand, c'est le truc classique, mais quand j'étais adolescent, j'écrivais. Le parrain de ma mère était un poète avignonnais, puisque vous êtes d'Avignon, qui s'appelle Jean Tortel, à qui j'ai une correspondance avec Jean Tortel. Voilà. D'accord, oui, donc l'écriture fait quand même. Oui, c'était un vieux truc. D'accord. Oui, parce que on n'écrit pas comme ça, de façon aussi fluide. Oui, puis après, le métier d'éditeur est une très très bonne école d'écriture parce qu'on lit les textes à plusieurs niveaux. Il y a la première lecture où on fait le choix du texte qu'on va publier, où c'est la lecture de l'émerveillement, et ensuite quand on travaille, moi je faisais uniquement la littérature américaine, mais quand on retravaille sur les traductions, donc on a une deuxième version du texte et on comprend aussi les ficelles de la narration dans la fiction, et donc c'est un vrai apprentissage de l'écriture quand on est éditeur et quand on travaille sur les textes. Oui, en plus quand vous partagez, j'imagine aussi dans les comités de lecture Alors, c'était une toute petite maison d'édition, il n'y avait pas de comité de lecture, mais non, c'est plus sur le travail sur le texte, parce que là, on se rend compte du travail de la phrase, et puis de la structure. Moi, les textes qui m'impressionnent le plus sont les textes qui sont extrêmement construits, parce que c'est comment on tient un lecteur sur 200, 300, 400 pages, du début à la fin. La structure est quand même importante. Toutes ces choses-là, et je pense que je l'ai aussi appris en étant éditeur. Voilà. Donc un apprentissage, c'est un métier. Oui. Vous faites la différence entre un écrivain et un auteur? L'écrivain, c'est celui qui vide sa plume, et l'auteur, c'est comme moi. Pour le plaisir. Oui, j'aimerais bien en vivre de ma plume, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas aussi facile que ça. Et donc, il y a peu. Si on retient cette définition-là, il y a peu d'écrivains. D'accord. Donc, on pourrait prendre une définition plus large. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Vous pouvez